القصة هي قصة النفايات السياسية. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Nous allons vers l'effondrement. Déclaration de Tamam Salam au Washington Post. Les politiciens libanais sont incapables d'élire un chef d'État seul, affirme le Premier ministre. Bachar el-Assad doit partir, mais le calendrier est négociable. C'est le message délivré par John Kerry. Le secrétaire d'État américain exhorte la Russie à amener le président syrien à la table des négociations. Nohad Machnouk appelle à protéger la manifestation prévue demain. La sécurité à Beyrouth était au menu d'une réunion entre le ministre de l'Intérieur et des responsables sécuritaires. Le ministre de la Santé, Wael Boufaour, s'est voulu optimiste quant à l'action du gouvernement. Il a été reçu samedi à Ain el-Tuné par le président de la Chambre, Nabi Berri. La recherche de solutions ne doit pas s'arrêter. D'autres propositions doivent être faites d'ici la prochaine séance de dialogue, a-t-il déclaré. Et justement, le dialogue national se tiendra-t-il sa troisième séance sans le CPL? Michel Aoun pourrait annoncer demain le boycott de la prochaine réunion par son parti. C'est en tout cas ce que croit savoir Anne Nahar. D'après le quotidien, l'une des raisons serait l'opposition d'Aoun à la prorogation des mandats des chefs des services de sécurité et de l'armée. Le chef du CPL a appelé à la nomination d'un nouveau commandant à la tête de l'institution militaire. Il s'exprimera demain dans le cadre de la passation de pouvoir au sein du CPL au ministre des Affaires étrangères, Gebran Bassil. Et le blocage politique au Liban est justement au cœur de l'interview de Tamam Salam que publie aujourd'hui le Washington Post. Les politiciens libanais sont incapables d'élire un chef d'État seul, confie le Premier ministre au quotidien américain. Nous allons vers l'effondrement, avertit Tamam Salam. Le chef du gouvernement rappelle ainsi l'urgence d'un consensus international, mais surtout irano-saoudien, sur le choix du président de la République. Selon lui, un accord entre Américains et Russes sur la Syrie pourrait paver la voie à une entente entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Et les manifestations de la société civile ont été largement abordées par Tamam Salam dans cet entretien au Washington Post. Je ne peux pas les blâmer, je respecte leur colère car elle exprime la réalité, déclare Tamam Salam. Il estime toutefois que les manifestants sont, je cite, allés un peu trop loin en demandant la démission de tous les membres du Parlement et de tous les ministres. Ils auraient dû cibler les leaders des factions politiques au sein du 14 comme du 8 mars, poursuit le chef du gouvernement. Des partis qui, assure Tamam Salam, continuent de jouir du soutien de la majorité des Libanais, ce qui explique, d'après le Premier ministre, que les activistes n'aient pu rassembler plus de 20 000 personnes au pic de la mobilisation. Et alors que le collectif Vous Puez a appelé à une nouvelle manifestation demain, la sécurité dans la capitale était au menu d'une réunion ce matin entre Nohad Machnouk, le directeur des FSI, et le commandant de la gendarmerie de Beyrouth. Le ministre de l'Intérieur a appelé à protéger la manifestation en interdisant aux éléments infiltrés et aux fauteurs de troubles de porter atteinte aux citoyens. La manifestation et la liberté d'expression sont des droits constitutionnels, a ajouté le ministre. La marche doit débuter demain à 17 h à Bourj Hamoud. Mercredi, lors du dernier rassemblement, de violents heurts avaient opposé les forces de l'ordre à des dizaines de manifestants. Et sachez que le collectif Vous Puez a appelé à rejoindre le sit-in organisé cet après-midi à 18 h place Riyad El Solor par les mouvements Nous réclamons des comptes et Laissez-nous tranquilles. Un appel lancé en réaction aux propos tenus par Nicolas Chamas jeudi. Ce dernier avait dit craindre que les manifestations transforment le centre-ville en une zone populaire. Bachar el-Assad doit partir, mais nous sommes prêts à négocier. C'est le message envoyé par le secrétaire d'État américain. Le calendrier et les modalités doivent être décidés dans le cadre du processus de Genève, a déclaré John Kerry, après une rencontre avec son homologue britannique Philippe Hammond. Le responsable américain s'est ensuite demandé si la Russie était prête à amener le président syrien à la table des négociations, se réjouissant par ailleurs de la volonté russe de concentrer ses efforts sur le combat contre l'organisation de l'État islamique. Cette déclaration intervient au lendemain d'une rencontre inédite entre les ministres de la Défense américains et russes sur la Syrie, rencontre à la suite de laquelle les deux pays ont indiqué qu'ils allaient poursuivre des discussions militaires. 56 soldats syriens ont été exécutés par un groupe de rebelles islamistes en Syrie. Ils avaient été capturés il y a 10 jours lors de la prise de la base aérienne d'Abu al-Douhour dans le nord-ouest du pays par une alliance de rebelles dont des combattants du front al-Nusra. Les exécutions par arme à feu ont eu lieu il y a quelques jours sur ce même site, rapporte l'Observatoire syrien des droits de l'homme.
Nouvelle série de frappes contre le PKK. Le parti a perdu au moins 55 de ses combattants mardi dernier dans des bombardements de l'armée turque sur 2 de ses bases en Irak. L'opération qui a mobilisé des chasseurs F-16 et F-4. Il s'agit de la 3e d'envergure menée par la Turquie contre les bases aériennes des rebelles kurdes ces dernières semaines. Le fils du gouverneur de Dubaï est décédé d'une crise cardiaque. Cheikh Rached Ben Hamad Ben Rached Al Maktoum était âgé de 34 ans. L'émirat de Dubaï a annoncé un deuil officiel de 3 jours. Direction à présent la Grèce. Le parti de gauche Syriza a tenu son dernier meeting de campagne. Ce dimanche, les électeurs sont appelés à renouveler le Parlement. Explication de Leila Sali et Axel Simon. Dernier meeting pour Alexis Tsipras avant le scrutin de dimanche. Devant ses supporters, il a promis qu'en cas de victoire de Syriza, il poursuivrait son combat pour mener à bien le plan d'aide internationale et promouvoir une Europe plus sociale. Non seulement Syriza va gagner dimanche, mais en plus Syriza ressortira avec un mandat renforcé pour former un gouvernement stable et puissant. Alors nous pourrons tous choisir entre l'Europe de l'austérité et de l'égoïsme ou l'Europe de la solidarité et de la démocratie. Le leader de l'opposition de droite a lui aussi réuni ses partisans. L'occasion pour Evangelos Meimarakis de lancer un dernier appel au vote. Ce sont les élections les plus cruciales. Dans ces élections, chaque vote compte et personne ne doit faire l'impasse. Ce scrutin s'annonce serré et sans majorité absolue ni pour la droite ni pour la gauche. Les derniers sondages donnent les 2 candidats au coude à coude. Je suis déçue et désespérée. Je n'ai toujours pas décidé pour qui j'allais voter, ni même si j'allais voter. Face à l'indécision des électeurs, Evangelos Meimarakis a plusieurs fois invité son principal rival à former une coalition gauche-droite. Refus systématique d'Alexis Tsipras. En cause, leur divergence sur des questions de politique intérieure, notamment la crise migratoire. Lors du dernier débat télévisé, Meimarakis s'est prononcé en faveur d'un renvoi des migrants dans leur pays d'origine, une option rejetée par le leader de Syriza. S'il veut s'assurer une majorité au Parlement, Alexis Tsipras devra sans doute s'appuyer sur les petits partis, avec à la clé des tractations compliquées au lendemain du vote. Dans un instant, nous ferons le point en Hongrie qui a terminé la pose de barbelés à sa frontière avec la Croatie. En Égypte, Fattah el-Sisi investissait aujourd'hui un nouveau gouvernement. C'est Chérif Ismaël, l'ancien ministre du pétrole, qui avait été chargé de constituer un cabinet après la démission du Premier ministre Ibrahim Melleb le 12 septembre. Vaste opération de sauvetage au large de la Libye. Au moins 750 migrants ont été secourus ce matin. Les bateaux de Médecins sans frontières sont allés à la rencontre de 3 petites embarcations. Une 4e opération était en cours. Et en Hongrie, la Hongrie a terminé la pose de barbelés avec sa frontière avec la Croatie. La clôture s'étend sur 41 km. L'objectif est d'endiguer le flux de migrants voulant rejoindre l'Europe de l'Ouest et du Nord. Ce barbelé empêchera-t-il les migrants venus de Croatie d'entrer en Hongrie? Rien n'est moins sûr. Les soldats hongrois ont en tout cas achevé leur mission. Les 41 km de frontières terrestres avec la Croatie sont désormais fermés. Le reste des 330 km de frontières entre les 2 pays est délimité par la rivière Drave, difficile à traverser. Depuis que Budapest a barricadé sa frontière avec la Serbie, plus de 10 000 migrants sont passés par la Croatie. Le pays leur avait dans un premier temps ouvert ses portes, mais très vite dépassés, les autorités croates ont décidé d'acheminer les réfugiés vers la Hongrie. Des centaines de personnes ont pris place dans des bus, y compris dans la nuit. La plupart ne connaissaient pas leur destination. Nous n'avons aucune idée où ils nous emmènent. Nous avons quitté notre maison pour l'Allemagne, mais nous sommes bloqués ici. Des bus mais aussi un train escorté par la police croate et bloqué par les autorités hongroises. Un train est arrivé à Magyarboli avec plus de 1000 passagers. Il était escorté par 40 policiers croates sans aucune autorisation. C'est une violation grave de nos frontières. Le Premier ministre croate reconnaît que son pays a conduit des migrants en Hongrie et confirme la poursuite de l'opération. Pour lui, il n'y a pas d'autre choix. Il faut aider ces réfugiés à atteindre leur destination finale, qui n'est ni la Hongrie ni la Croatie.
Pour arrêter cette vague, il faut la maîtriser à la source. Nous ne pouvons pas garder ces migrants. D'abord parce que nous n'en avons pas les moyens, ensuite parce que ces personnes vont se rebeller et vouloir quitter la Croatie. La présidente croate a quant à elle regretté l'escalade de tensions avec la Hongrie, mais affirme que la stabilité de son pays est sa priorité. Le pape François s'est envolé pour Cuba. Il sera mardi soir aux États-Unis. Cette visite a lieu 2 mois et demi après le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Une réconciliation dans laquelle le souverain pontife avait joué un rôle de médiateur. Le récit de Jeanne Assouli. Ils l'attendent avec ferveur, le pape François. Les Cubains accueilleront le souverain pontife pendant 4 jours. Déjà, le pape a les mots qu'il faut. Dans un message diffusé à la télévision, il a rendu hommage au courage de la population cubaine qui a su faire face à l'embargo économique qui a touché l'île pendant plus de 50 ans. C'est très émouvant d'entendre le message de François. Je pense qu'il va droit au cœur de tout le peuple cubain parce que nous avons besoin d'avoir la foi. Nous avons besoin de croire. Quelques semaines après la visite à Cuba de John Kerry qui actait le dégel entre les deux ennemis, voilà donc le pape François dans ce rôle de passeur essentiel dans le monde latino-américain. C'est une visite religieuse mais surtout politique. Les frères Castro ont eu une éducation catholique. Ils ont été élevés par les jésuites pendant des années. Et donc il reste quelque chose. Et Raúl Castro, quelque part, reste en partie catholique. Et même on murmure autour de lui qu'il a retrouvé la foi. Donc ce lien étroit avec le pape joue un rôle très très important. Il y a eu beaucoup de lettres, on le sait. Et surtout, le régime castriste a besoin absolument d'avoir une espèce d'intermédiaire, d'un missi dominici entre Raúl Castro, Fidel Castro et l'administration américaine. Le pape François est bien le messager entre deux mondes, Amérique latine et États-Unis. Pour preuve, c'est en avion qu'il rejoindra Washington depuis l'île cubaine. Fin de cette édition, voici le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Nous allons vers l'effondrement. Déclaration de Tamam Salam au Washington Post. Les politiciens libanais sont incapables d'élire un chef d'État seul, affirme le Premier ministre. Bachar el-Assad doit partir, mais le calendrier est négociable. C'est le message délivré par John Kerry. Le secrétaire d'État américain exhorte la Russie à amener le président syrien à la table des négociations. Nohad Machnouk appelle à protéger la manifestation prévue demain. La sécurité à Beyrouth était au menu d'une réunion entre le ministre de l'Intérieur et des responsables sécuritaires. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous. القصة هي قصة الملفيات السياسية.